Hello. Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Bonsoir Miss Parker, ça fait plaisir de vous retrouver pour ce Yokoso, ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien, que vous êtes tous bien reposés, que vous avez eu une journée sympa. Oula, on va me mettre mes cheveux n'importe comment moi. Essayez de régler ça. Bof. Ça va, un peu fatigué parce que le boulot en ce moment c'est assez rude, mais sinon tout baigne. Je vais baisser un peu le fond. Voilà, le fond on va le baisser tranquillement aussi là. Voilà, on est pas mal. Voilà, le bed est installé, on est tranquille, on est là en place. Je vous laisse le temps un petit peu d'arriver. Miss Parker, toi, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que les préparatifs de Noël se passent bien? Salut Thorfinn! Oui, oui, Noël approche et en tant que bon assistant du Père Noël, il faut être sur le qui-vive et livrer tous les petits cadeaux pour les petits enfants et les grands enfants aussi. Et on en a livré du cadeau. Aujourd'hui, j'ai fait partir 7 palettes. Et ça fait beaucoup de cadeaux, cette palette. Et vous alors, comment ça se passe? Bien, je l'espère, bien. Alors, on va parler ce soir. Oui, je me repose, oui. J'ai cette technique absolument fantastique de mourir tous les soirs et de revenir à la vie tous les matins. On en parlait tout à l'heure au boulot avec les copains. Du coup, oui, nous sommes réunis en ce jour, dirais-je, pour célébrer le retour de Yokoso, et on va parler d'un sujet que vous connaissez bien, parce qu'il nous entoure tous depuis plus de 2 ans bientôt, c'est celui de la pandémie et du fameux coronavirus, du Covid-19 et de ses variants multiples et avariés. Nous avons actuellement le variant Omicron qui pointe le Omicron parce que ça m'a fait beaucoup rire dans les infos d'avoir le variant Omicron. Ouais, on le prononce Omicron. Non, il y a un mot français pour le dire. Enfin, on peut le prononcer à la française, ça ne choquera personne. Vous pouvez dire Omicron, tout va bien. Je sais pas pourquoi, ça a pété aux journalistes français de le prononcer à l'américaine. Ok, bon, bah pourquoi pas. Bref, nous avons le variant Delta à ce moment, nous avons le variant Omicron qui pointe le bout de son nez. Et oui, oui, il y a plusieurs variants effectivement au Japon. On va en parler de tout ça. On va reprendre un petit peu les choses posément, chronologiquement, et on va faire surtout un point sur comment ça va se passer à l'avenir pour le tourisme au Japon et puis pour les gens qui circulent entre le Japon et d'autres pays, comment ça se passe. Ok, est-ce que tout va bien pour vous? Nickel. Alors oui, il y a eu des cas de variants au Japon. Je crois que le variant Omicron, il me semble qu'il a été détecté au Japon aussi. Ce qui a provoqué d'ailleurs le fait que le Japon a refermé ses frontières très brusquement. On était en train de réouvrir tranquillement les frontières, la vaccination était passée au Japon là depuis un petit moment, on espérait le taux de vaccination optimal pour le début d'année, et les choses avaient l'air gentiment de se débloquer là aux abords de Noël. C'était un peu plus souple pour rentrer au Japon, les périodes de quarantaine étaient moins violentes. Et là d'un coup, le variant a popé, hop là, le variant a popé et c'est fini. Et c'est fini, tout est fermé. Impossibilité d'aller au Japon pour ceux qui font des études là-bas, pour les personnes ayant de la famille là-bas, c'est compliqué. Jusqu'à présent, moi en tant qu'époux d'une japonaise, j'avais besoin d'un visa pour rentrer au Japon, alors que non, il n'y a absolument pas besoin de ça. Et là, ça devient encore plus compliqué, c'est-à-dire que même ma femme n'a plus le droit d'entrer au Japon alors qu'elle est japonaise et que sa famille vit là-bas. Donc oui, ça s'est refermé drastiquement là ces derniers jours. Et c'est compliqué pour beaucoup de gens. C'est compliqué pour beaucoup de gens. Alors, on va en parler tranquillement. Déjà, au niveau du son, est-ce que tout va bien? Parce que moi, j'entends le bed un peu fort. J'espère que pour vous, ça va. Ça ne couvre pas la voix. Si le bed est trop fort, je le baisse, hein. Dites-le moi vite fait. Attendez, je vais essayer d'arranger ça. Je suis en mode vrac d'après le boulot, hein. Je suis désolé. Euh, le son top, génial. Merci Miss Parker. Merci beaucoup.
Donc, la pandémie a frappé le Japon à peu près en même temps que tout le monde. Grosso modo, ça s'est très vite répandu. Ce qui m'a étonné parce que vu que le Japon est une île, vu qu'il y a un contrôle assez drastique aux frontières, notamment concernant la santé des gens, c'est la première. Au Japon, c'est la première fois que j'ai vu dans les aéroports, vous savez, ces fameuses caméras et ces fameux portiques qui scannent votre température corporelle. À Alita, il y en a beaucoup, beaucoup. Du coup, je me disais que ça allait être un peu plus calme au niveau du Japon, et au final, non, pas du tout. Grosso modo, il n'y a pas eu il y a eu beaucoup de cas, mais il n'y a pas eu, comment dire ça? Ça n'a pas eu la même importance qu'ailleurs, notamment en Europe, notamment en France, mais c'était suffisamment important pour inquiéter et les autorités et surtout la population locale. Et c'est un petit peu ça l'axe qu'on va développer ce soir. Et c'est ça que je voudrais vous expliquer, vous aider à comprendre là-dessus. C'est qu'en fait, beaucoup de choses au Japon dépendent de la réaction de la population locale. Et la population locale japonaise a vraiment, vraiment beaucoup réagi au coronavirus. Il y a eu des excès. Salut Agito. Il y a eu des excès un peu dans tous les sens, au final, on a abouti à des situations qui étaient un peu ubuesques, même voire gravissimes pour le pays, alors que quand on regarde objectivement les chiffres de l'impact du coronavirus sur la population japonaise, ça reste somme toute très, je vais pas dire raisonnable, c'est pas le mot, mais très modéré par rapport à ce qu'il y a eu dans d'autres pays ou ce que ça a pu influencer ailleurs. Du coup, comment on explique ça? Il y a une grosse paranoïa. Le Japon a eu toujours une grosse paranoïa de ce qui vient de l'étranger, ce qui provient de l'étranger, et là, le coronavirus en fait partie. Euh, la grippe aviaire, je sais pas si elle avait beaucoup touché le Japon à l'époque, j'ai pas de souvenir que ça a beaucoup circulé, la grippe aviaire a beaucoup circulé sur le Japon. Il faut savoir que les flux migrateurs des oiseaux, autant continentaux, ça se fait assez facilement. Autant, je sais pas si de la Chine jusqu'au Japon, je sais pas si ça fait partie des gros flux migratoires. Je sais pas s'il y a des oiseaux qui migrent de la Chine au Japon, je crois pas, honnêtement. Euh, honnêtement, j'ai pas le souvenir que ça a eu un gros impact. La grippe H1N1, je sais pas si vous en souvenez, ça, par contre, ouais, il y a eu un peu plus d'impact, notamment parce que c'est passé par les humains et c'est passé par la Corée aussi. Euh, alors, grosso modo, pour répondre à Miss Parker, les vaccins n'ont pas été spécifiquement difficiles à obtenir. Par contre, la vaccination s'est fait très lentement. Elle s'est fait très lentement, pourquoi? Parce que, en fait, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que, tout simplement, les autorités japonaises voulaient être absolument sûres que le vaccin ne présentait aucun danger, donc les phases de test ont été drastiques au Japon, et quand je dis drastique, le mot est faible. Euh, je vous l'avais déjà dit, il me semble qu'on en avait déjà parlé lors des Omega Clash, mais je répète un petit peu. Grosso modo, il faut savoir que quand il y a eu les trois vaccins qui sont sortis, c'est-à-dire le Moderna, l'AstraZeneca et le Pfizer, je parle pas des vaccins russes, des trucs comme ça, voilà, ni du chinois, je vous parle de ces trois-là. Il y en a un qui a été validé, un seul, c'était le Pfizer. C'est pour ça que moi je me suis fait vacciner au Pfizer, parce qu'à l'époque où je me suis fait vacciner, c'était le seul vaccin qui était reconnu au Japon. Ensuite, quelques mois plus tard, mais vraiment on parle de mois, hein, il me semble que c'est 3 ou 4 mois plus tard, le Moderna a été validé. C'est-à-dire qu'il a été accepté, mais il a fallu un petit moment quand même. Le AstraZeneca, jamais. 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 Et même, ils avaient commandé des doses de l'AstraZeneca. Et ils ont, si je me souviens bien, ils les ont réofferts, ils en les avaient achetés, mais ils les ont réofferts à des pays en voie de développement. Voilà. Est-ce un cadeau? Est-ce une manière gentille de se débarrasser des choses? Ouais, chacun a son interprétation, mais le fait est que ça s'est passé comme ça.
Et il y a eu aussi des espèces d'analyses qui ont été faites et ça a donné suite à des controverses comme quoi il y avait des éléments dans les vaccins, je crois qu'une concentration en plomb qui est un poil trop forte par rapport aux normes. Il faut savoir que les normes japonaises, au niveau des produits de santé et tout ça, et même de l'alimentaire, de tout ça, elles sont minimes. Les normes européennes, c'est peanuts à côté. Et donc le moindre gramme, milligramme, d'un produit en trop, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc il a fallu déjà une grosse mise en place du vaccin. Déjà, ne serait-ce que pour valider le produit. Ensuite, il a fallu organiser les injections. Euh, Merci pour le follow, G-Man. G-Man Chubby, merci beaucoup pour le follow. Euh, donc il y a eu déjà la mise en place aussi donc, du planning pour faire tout ça, parce faut savoir que le Japon est une population extrêmement vieillissante, c'est-à-dire que la population âgée est majoritaire par rapport à la population jeune, donc était moins touchée. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a énormément de gens qui sont à risque, potentiellement, qu'il faut vacciner. Et c'est eux qui sont prioritaires, ce qui est normal. Mais du coup, il a fallu organiser tout ça, parce que les personnes à risque, âgées, ont moins de facilité de se déplacer. Et puis alors le Japon, c'est vrai qu'il y a pas trop entre les deux. Il y a soit des zones qui sont extrêmement peuplées, très denses en population, soit des zones qui sont des déserts de population. Donc les gens qui habitent dans les zones de désert de population, il faut aller les chercher, il faut les faire venir pour se faire vacciner, parce qu'on ne peut pas faire de la vaccination à domicile pour tout le monde. Et à l'inverse, les gens qui habitent dans les zones très peuplées, c'est compliqué de les faire venir tout en maintenant les distances de sécurité, les règles d'hygiène, tout ça. Bien que les Japonais sont hyper respectueux des règles d'hygiène, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils sont très disciplinés, ils sont capables de faire la queue pendant des heures, mais voilà, le but du jeu c'était de maintenir un volume de population qui était pas trop important pour éviter justement les clusters. Parce que même si les gens respectent les règles, il y a toujours une possibilité que ça passe. Donc il y a eu ces espèces de deux casse-têtes organisées plus ou moins d'une manière assez indépendante par les préfectures qui ont chacune choisi leur manière de faire, tout ça. Euh, non, ils n'ont pas l'application. Enfin, ils doivent avoir une application sûrement, mais pas Doctissimo. Non, grosso modo, les gens recevaient des convocations pour se faire vacciner. Dans l'immense majorité des cas, les gens attendaient leur convocation pour se faire vacciner. Je vais vous donner un exemple que je connais bien, celui de mes beaux-parents, donc, qui sont à la retraite, qui ont passé la soixantaine, donc qui sont, on pourrait dire, dans les populations à risque, donc qui auraient dû être dans les premiers à se faire vacciner. Ben, c'est pas du tout le cas. Ils ont dû attendre, je crois qu'après le début des vaccinations, ils ont dû attendre 4-5 mois, un truc comme ça, parce qu'ils n'étaient pas prioritaires. Parce qu'il y avait des gens plus prioritaires qu'eux, il y en avait beaucoup plus. Alors que ce sont des gens qui sont là, oh, ils sont en bonne santé, hein, c'est pas des gens qui ont des gros problèmes de santé ou quoi que ce soit, mais c'est des gens qui ont plus de 60 ans. Donc, c'est pour vous imaginer la proportion. Donc, grosso modo, ils ont commencé des campagnes de vaccination de manière efficace au mois de mai. Ils pensaient avoir fini la part de la population la plus à risque vers août-septembre. Voilà. Pour vous dire le temps que ça a pris, il y a une inertie monstrueuse. Parce que, en fait, ce qui a mis le plus dedans là-dessus, c'était l'administration. L'administration, les validations, les autorisations, les trucs comme ça a pris un temps de dingue. Mais vraiment un temps de dingue. Et du coup, ça a ralenti la vaccination de ouf. Mais vraiment. Maintenant, ça commence à aller mieux. En fait, ils espéraient avoir atteint le taux de vaccination en février, là, pas le mois de février, là, dans 2 mois. Donc on n'y était pas. Là même à l'heure actuelle, je ne sais pas s'ils ont rattrapé le retard, mais il me semble que non. Donc on n'y était pas. Dans tous les cas, on n'y était pas. Pour ce qui est. Oui, l'administration. Alors, c'est pas pire que chez nous. C'est pas pire que chez nous. Au Japon, il y a une manière de faire les choses, que ce soit dans le privé ou dans le public, c'est quasiment la même chose. C'est d'être absolument sûr de ce qu'on fait, c'est-à-dire de faire 25 millions de vérifications pour être sûr que tout est parfait. Donc ça veut dire, par exemple, voilà,
je suis à un centre de vaccination, j'ai besoin du papier comme ça pour avoir l'autorisation de commencer à vacciner les gens, d'avoir la liste pour vacciner les gens, tout ça. Ce papier, je vais devoir le faire passer aux autorités de la ville, donc à la mairie, à tout ça. Tu vas commencer à valider, machin. Ensuite, la ville va le faire passer à la préfecture, hein, valider, machin. La préfecture va le faire passer au, euh, enfin au département, enfin imaginez, voilà, plus grand que la préfecture. Ok, pareil, ouais. Ensuite, on va faire passer à l'État, qui va mettre le coup de tampon final, qui va faire redescendre toute la chaîne, il va y avoir une deuxième vérification. On va vous donner une liste qui a été vérifiée 50 fois de personnes à contacter dans l'ordre, parce qu'on a établi un ordre de priorité, vous imaginez, établir un ordre de priorité au cas par cas, le temps que ça prend. Et au final, vous allez avoir votre papier, votre autorisation, votre validation validée par tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a une connerie qui se passe là-dedans, tout le monde a pris sa responsabilité, jusqu'à l'État. Donc d'un côté, c'est lent, c'est extrêmement lent. Salut Colline de Jambon. C'est extrêmement lent, mais d'un autre côté, ça protège beaucoup des erreurs. Ça évite les erreurs parce qu'il y a eu 18 personnes qui ont vérifié ce que vous faites. Donc au final, le risque d'erreur est très faible. Donc il y a des avantages et des inconvénients. Là, en gestion de crise, en pandémie, le gain profit, le coût gain est pas génial, parce qu'il aurait fallu aller un poil plus vite, même quitte à faire des erreurs. Mais bon, c'est une méthode, elle est différente. Moi, je la critique pas parce qu'au final, la gestion de la crise, c'est pas faite de manière pire qu'ailleurs. Soyons objectifs. Grosso modo, parce qu'aussi, il y a une grosse discipline au Japon. Il y a eu un autre facteur qui était important, qui n'a pas aidé, c'est les Jeux Olympiques. Salut Dark Angel. Les Jeux Olympiques, c'était quoi? C'était la perspective de voir des milliers de personnes de beaucoup de pays différents débarquer tous en même temps, c'est-à-dire difficulté de traiter tous ces gens au cas par cas, de vérifier qu'ils ne soient pas porteurs du virus ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, avec des conditions d'accueil qui étaient, on en a déjà parlé maintes de fois, qui n'étaient pas optimales sur plein de points. Il y avait une grande naïveté sur l'organisation de ces Jeux Olympiques de la part des autorités japonaises, notamment des maires. Je vous rappelle la magnifique sortie de la responsable de la préfecture de Tokyo qui fait ils ont peur d'avoir chaud pendant le marathon, c'est pas grave, on va mettre la clim à fond et ouvrir tous les immeubles qui bordent le parcours du marathon, ouais, des trucs comme ça, ils étaient pas prêts, ils étaient pas prêts. Du coup, voilà, ces Jeux Olympiques angoissés. En fait, ça aurait dû être une célébration pour la population japonaise, ça a été une grosse source d'angoisse. Donc du coup, il y a eu beaucoup de tensions à cause de ça. De tensions sur on investit beaucoup d'argent, on sait pas où on donne la priorité, on nous demande de faire beaucoup d'efforts pour justement éviter que la pandémie se répande, on fait gaffe, on fait très attention, mais d'un autre côté on va accueillir des milliers d'étrangers qui sont potentiellement porteurs du virus. Compliqué d'avoir un discours cohérent dans tout ça, hein. Très très compliqué de faire comprendre à la population où sont les priorités. Donc ça a cafouillé à ce niveau-là en fait. La communication a été catastrophique par contre. Là où l'administration a fait son job lentement mais l'a fait, il y a eu une communication qui était catastrophique. Et ça a eu des conséquences assez improbables en fait. C'est-à-dire que les Japonais se sont retrouvés pas confinés, mais parce qu'il y a eu très peu de confinement en fait au Japon, hein. Il y en a quasiment pas eu. Les gens sont continués d'aller travailler, tout ça, parce que justement ils savaient que les règles d'hygiène allaient être respectées, donc ils ont très peu interdit les sorties de la maison, ils ont très peu interdit le fait de ne pas aller au travail ou quoi que ce soit. Ils ont dit voilà, vous y allez, mais vous prenez vos responsabilités, vous mettez le masque, machin tout. Alors déjà le masque au Japon, c'est culturellement c'est profondément ancré. Vous verrez, si vous avez déjà voyagé un petit peu au Japon, un japonais qui a le moindre rhume, angine, quoi que ce soit, aura directement un masque. Ça fait partie de la culture. Donc là-dessus, demander aux Japonais de porter un masque, c'est comme demander, je sais pas moi, n'importe quel cliché, demander à un Français de râler, quoi. Ça fait partie de son ADN. Il n'y a pas de problème là-dessus. Salut Alice Chan. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton message, ça fait plaisir.
Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mêlées. Et on est donc arrivé à la situation où le pays était par contre fermé, et il l'est toujours d'ailleurs, et de plus en plus. Donc très peu de circulation entre les autres pays, du coup, et de temps en temps des foyers d'infection qui pop. Donc là, on est emmerdé parce que faut savoir qu'il y a une grosse tradition séculaire au Japon. C'est généralement quand il y a un truc qui foire au Japon, 98% des cas dans les médias, la faute, ça vient des étrangers. Faut savoir, c'est comme ça, hein, c'est admis. Euh, Si vous habitez au Japon et que vous regardez les infos, hein, il n'y a pas de problème, Colline, elle est très bonne ton abricotine. Elle est très très bonne. Donc si vous regardez les infos au Japon, quand vous habitez là-bas assez régulièrement, vous verrez que souvent, il y a un angle d'attaque sur les infos. Dire oui, tel truc, voilà, là, il y a eu des activités criminelles dans les quartiers, dans les régions des pachinko, des trucs comme ça. On a noté, il y a les flics qui sont intervenus, il y a eu des escroqueries mis à jour, voilà, du racket, des machins, des trucs comme ça. Donc vous avez le sujet qui commence à se dérouler comme ça. Et à la fin, souvent, dans les dernières lignes du reportage ou des trucs comme ça, c'est oui, mais c'est normal, c'est ces connards de mafia coréenne. D'accord, ok, très bien, parfait. Ou alors, ouais, l'insécurité qui augmente au Japon, la tension, tout ça, des attaques au couteau, des trucs comme ça. C'est ces connards d'étrangers quand même qui foutent la merde. Comme je l'avais déjà dit lors d'une précédente émission, il y a 1% d'étrangers au Japon. Il y a 1% d'étrangers au Japon. Ils peuvent pas être responsables de tout, les gars. Ils peuvent pas possible. C'est- Statistiquement, ce n'est pas possible. Mais c'est le bouc émissaire qui marche bien, parce que ça rassure la population, parce que ça vient pas de eux, ils culpabilisent pas, c'est ces connards d'étrangers, c'est hein, les Xonagaijid, voilà. Donc il n'y a pas de problème, c'est pas de notre faute, nous on est bien, on est lisse, il n'y a pas de problème. Les Japonais, il leur faut toujours un bouc émissaire, vraiment. C'est un truc, c'est vital. Hein. Et là, on s'est retrouvé avec le pays bloqué, donc on peut pas mettre la faute sur les étrangers, ils rentrent pas, ça peut pas être de leur faute. Et on voit des foyers d'infection qui pop de droite à gauche. Du coup, on essaie de chercher un responsable, parce qu'on ne peut pas comprendre que ça pop comme ça par magie. Et du coup, les responsables, c'est la préfecture d'à côté. Sans déconner, ça me mourir de rire. Préfecture de Tokyo, immense préfecture. Hein. La préfecture de Tokyo va bien au-delà de la ville, une immense préfecture qui est limitrophe de 3 ou 4 autres préfectures tout autour d'elle. Parce elle est en bordure de côte, donc elle est, voilà. Les préfectures qui bordaient la préfecture de Tokyo avaient bloqué, mais bloqué leur route avec des panneaux immenses en train de montrer faites demi-tour, cassez-vous, pour empêcher les gens qui habitaient la préfecture de Tokyo d'aller chez eux. Parce que pour eux, dans leur tête, ce qui se passait, c'est que comme il y avait des foyers infectieux qui popaient, bah, c'est tout simplement parce que c'était des mecs de Tokyo, parce que eux ils traînent avec des étrangers, parce que des étrangers à Tokyo il y en a plein, qui ont chopé le coronavirus, et du coup qui vont venir passer leur week-end en touriste dans la préfecture d'à côté, et c'est eux qui vont ramener le virus. On en était là de la paranoïa, on en était là. Et avec des trucs, voilà, genre faites demi-tour là maintenant, cassez-vous, rentrez chez vous. Hein. Ne venez pas passer le week-end chez nous, quoi. C'est vraiment clairement ça. Imaginez, vous habitez, je sais pas, vous habitez dans la région lyonnaise, il y a une épidémie de je sais pas quoi, de gastro-entérite foudroyante dans la région de Lyon à cause d'une cargaison de Jésus qui a mal été traitée au niveau de l'hygiène. Voilà, les Lyonnais se reconnaîtront. Et vous avez envie d'aller vous n'êtes pas touché par le virus ni quoi que ce soit parce que vous aimez pas le sauciflard. Vous avez envie de passer un petit week-end au soleil dans les Bouches-du-Rhône. Vous arrivez au péage de Lançon et on vous dit non, 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 les Lyonnais, demi-tour, rentrez chez vous. Bouh, on ne veut pas de vous, là. Des aciers, tout ça, de tout ce qui vient de Lyon, dégagez. On en était là. On en était là. Et c'est ça qui a posé le plus gros problème, en fait, au Japon. C'est au-delà du virus lui-même, c'est la manière dont ça a été géré au niveau de la communication et au niveau de l'État. Il y a eu des cafouillages au niveau de l'État aussi. Mais relativement,
Je discutais avec un de mes profs de la région d'Hokkaido, qui est devenu un ami, avec qui on échange assez régulièrement sur les réseaux pour savoir un peu comment ça se passe pour lui là-bas. Alors, je l'aime bien ce mec-là parce que c'est un gars qui est à la base qui est américain, qui a vécu en France pendant un petit moment en Savoie, donc il connaît un petit peu il connaît un petit peu la Savoie, donc il parle un poil français, mais ou quelques mots, et qui a vécu très longtemps au Japon, parce qu'il enseigne au Japon depuis maintenant, ça doit faire plus de 30 ans, non, peut-être 25 ans, un truc comme ça, mais voilà, un truc dans le genre, hein. Et, euh, et du coup, on partage ce point de vue d'être des étrangers qui sont souvent au Japon, et on a ce filtre-là qui fait qu'on se retrouve sur pas mal d'analyses, et qu'on a un peu de détachement aussi vis-à-vis des choses. Et on discutait sur Hokkaido en disant, mais je dis, mais il me dit, ouais, c'est compliqué Hokkaido, pour aller enseigner, pour tout ça, ça devient de plus en plus la galère et tout. Je suis, ouais, d'accord, mais vous avez eu beaucoup de cas de Covid Hokkaido? Fait 192. 192, c'est tout? Fait, ouais, ouais, 192, mais ça suffit, les gens sont en parano. Ok, ok, et du coup, 192, c'est considéré comme extrêmement grave. Mais je dis, vous avez 192 morts. Pas possible. Fait, non, non, on n'a pas eu 192 morts, on a eu 192 cas avérés. Ok, d'accord, ok. Vous voyez, le sens des proportions. Les 192 cas avérés, c'était hyper grave. C'était hyper grave. Au Japon, enfin, à Hokkaido, ils étaient en panique. Ils étaient prêts à brûler le pays. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Il y a- L'échelle n'était pas du tout la même. Donc on avait l'impression, nous, des échos qu'on avait du Japon en Europe, aux États-Unis, tout ça, que c'était la panique là-bas, que le pays allait mourir. Alors que non, non, c'est juste ils avaient quelques cas, mais c'était suffisant parce que c'est déjà plus de un et plus de un c'est trop. Voilà, plus de un c'est déjà trop. Il y a aussi cette manière de regarder les choses qui est très particulière. Donc, ouais. Du coup, on a eu tout ça qui s'est cumulé et qui a créé vraiment cette paranoïa qui fait qu'ils ont vraiment voulu bloquer le pays assez vite. Et on a eu des situations, mais ubuesques, ubuesques. Il y a une de mes collègues de travail qui est encore étudiante et qui avait cette année qui devait aller au Japon. Qui devait aller au Japon parce que dans le cadre de ses études, elle pouvait aller passer son année au Japon. Elle avait été acceptée par une université, tout était prêt, tout était planifié. Et au début, on lui a dit non, non, on va attendre que ça se calme au niveau de la pandémie, on vous accueille, les étudiants étrangers, on vous accueille pas tout de suite. Ok, bon, ça se comprend, d'accord, ok, bon, pourquoi pas. Ok. Ensuite, on lui a dit non, mais en fait, on va commencer à faire les cours en visioconférence, donc vous ferez les cours à distance du pays où vous habitez. Alors 7 heures de décalage avec le Japon, ça veut dire qu'elle se levait vers 2 heures du matin pour faire, enfin entre 1 heure et 2 heures du matin pour faire ses cours jusqu'à 5-6 heures du matin. Plus le boulot, parce qu'elle a continué à travailler, donc du coup, bah, on lui aménageait ses horaires, mais ça voulait dire que voilà, elle se levait vers 1 heure du matin, elle faisait ses cours, elle venait au boulot juste après les cours, elle rentrait chez elle vers midi, elle allait se coucher vers midi. Voilà, on en était là, on en était là. Elle avait décalé, alors imaginez la, la tête en sky quand tu fais des cours avec ce rythme-là, c'est pas possible. Et, euh, et du coup, on lui a dit, voilà, on commence comme ça, et puis dès que vous pouvez venir au Japon, il n'y a pas de problème, on vous débloque, tout ça. Et entre-temps, elle apprend qu'il y a d'autres étudiants qui viennent d'autres pays, qui font partie de sa promotion à elle, qui faisaient d'abord les cours à distance comme elle, sur les logiciels, les Zoom, les trucs comme ça. Et elle apprend que les gars, ben, ils sont arrivés au Japon. Et ils font les cours en présentiel. Et elle fait, pourquoi eux, ils ont le droit de venir et nous, on n'a toujours pas la réponse de l'université, tout ça, blabla. Donc elle commence à contacter l'université, qu'est-ce qui se passe et tout. Ouais, mais eux, c'est des cas particuliers, voilà, blabla, tout ça. Ok, pourquoi? On ne sait pas, mais d'accord, pourquoi pas. Et là, la situation commence à se débloquer, on est à la fin de l'été, ça commence à aller mieux. Bon, elle a perdu la moitié de son année, mais il lui reste encore 6 mois, donc c'est sauvable. Et ça commence à aller mieux, on commence à débloquer les frontières, tout ça.
et elle reçoit un coup de fil et un mail de l'ambassade du Japon qui lui dit c'est bon, on vous accorde votre visa d'étudiant, on est ok pour vous laisser aller au Japon pour finir vos études. Elle était comme ça, elle était wouhou, c'est parti, c'est la fête. Il lui fallait juste un papier de son université au Japon qui dit ok, on l'accepte en tant qu'étudiante, on signe le papier, c'est bon, le visa, c'est parti. Elle avait les lights au vert. L'université n'a jamais voulu lui donner le papier alors qu'elle était acceptée par le programme. Non, mais on va attendre quand même encore un peu. On va attendre. Et au final, là, ces dernières semaines, avec le nouveau variant, avec la cinquième vague qui s'est lancée, tout le pays a été cadenassé. C'est fini. Frontières fermées. C'est terminé. Là, on lui a expliqué que bah, son année au Japon, bah non, plus jamais. C'était fini. Non. Il n'y a aucune chance que ça se débloque avant la fin de l'année et que ça servait à rien qu'elle vienne pour 2 mois, en fait. Donc, non. Donc, voilà. Donc, pour vous dire à quel point on est dans des situations où on marche sur la tête. Mais vraiment. C'est-à-dire que d'un côté, l'État dit oui, mais l'autorité locale de l'université dit non, alors que l'État a dit oui. Normalement, il devrait s'aligner. Il y a une cohérence. Mais en fait, comme chacun est un petit peu souverain sur son domaine de compétences, et que tant que tout le monde n'a pas dit oui, bah, personne ne dit oui au final, bah, ça crée ce genre de situation. Donc ça, c'est dans le cadre des études, parce que c'est vrai que les étudiants au Japon, ça a été une grosse question, ça a été une énorme question. Pour les Jeux Olympiques, pareil. Les Jeux Olympiques ont fini par avoir lieu. Les étudiants qui attendaient depuis plusieurs mois pour aller étudier, je pense, mais pourquoi les sportifs, ils ont le droit d'y aller et nous, on n'a pas le droit d'y aller? C'est pas logique. Il y a eu beaucoup de voix qui se sont élevées de manière légitime là-dessus, en disant, attendez, des années au Japon, on peut pas en faire toutes les 5 minutes, comme ça, c'est une organisation, ce machin. Euh, pourquoi, pourquoi il y a de telles incohérences? Pourquoi il y a de telles incohérences? Et pour vous dire, le Japon a tellement surréagi vis-à-vis vis-à-vis de la pandémie, que ils se sont créés des situations très problématiques, notamment au niveau économique. Le Japon va avoir beaucoup de mal à se relever de tout ça. Nous, on est là à se dire, la France, on a fait marcher la planche à billets, on a fait marcher le chéquier magique, l'argent magique a coulé à flot, ah là là, on va finir par le payer, et on commence déjà à le payer d'une manière assez détournée qu'on n'est pas forcément prévu. On commence à le payer par la hausse des prix globale des matières premières, tout ça, parce que bah, en fait, il y a eu freinage, accélération, donc voilà, l'économie s'est emballée, et du coup, les prix augmentent. Les prix de l'énergie, notamment, si vous êtes si malheureusement vous êtes comme moi et que vous avez besoin de vous chauffer parce qu'il fait -4, -5 dehors, la facture d'électricité, là j'ai fait des prévisions pour l'année prochaine, ben par rapport à ce que je payais avant, c'est fois 6. Ouais, c'est ça, fois 6, à peu près, par mois. Donc ça fait beaucoup. Donc ça, on le paye quand même. Indirectement, mais on le paye. Ok? Mais on a du bol dans notre malheur. Le bol dans notre malheur, c'est que comme tous les autres pays ont aussi fait marcher la planche à billets, ont aussi injecté du pognon magique dans l'économie, il n'y aura pas une trop grosse inflation globale entre l'euro, le dollar, tout ça. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Euh, Par contre, au Japon, ils ont un autre problème. Un autre problème, c'est que en surprotégeant la population, c'est un choix qui se défend, hein, bah, la partie économie, elle a souffert de ouf. Déjà, il y a une grosse part de la population japonaise qui fonctionne sur les petits boulots. Les petits boulots, c'est quoi? Les baito, les fameux baito. Vous avez tous entendu parler des baito, vous avez regardé un anime, vous avez lu un manga, vous avez entendu parler des baito. Les baito, c'est être vendeur de convini, c'est être serveur dans des restaurants, dans des bars, c'est être livreur, c'est être tous les métiers comme ça, les métiers de l'essentiel. C'est être hôtesse d'accueil dans un magasin. Tout ça, c'est des petits baito.
C'est des petits boulots, c'est assez facile d'en obtenir un, c'est aussi très facile de se barrer. Voilà, il y a une grosse partie de l'économie de la jeunesse japonaise qui fonctionne grâce à ça, grâce à ces baïtos-là. Bah, avec la pandémie, alors, c'est pas des boulots qui se sont arrêtés, mais c'est des activités qui se sont vachement ralenties parce que les gens, par la paranoïa, sortaient moins. Alors les livreurs, oui, ça a dû fonctionner du feu de Dieu. Mais par contre, tout ce qui est industrie du service, que ce soit restauration, que ça soit cinéma, que ça soit distraction, parc d'attractions, tout ça, ça a souffert de ouf. Ça a souffert énormément. Et du coup, on a une grande population de la jeunesse qui est en galère, qui est en galère absolue au niveau financier. Et pour vous donner l'illustration jusqu'au bout, là où c'est rigolo, enfin c'est rigolo, c'est doux amer, c'est rigolo et triste à la fois, c'est que le gouvernement japonais réfléchit à un plan pour aider ces populations-là. On dit, ok, on va leur donner du pognon pour les aider, mais comme l'assistanat, donner du pognon comme ça fait pas trop partie de notre culture japonaise, notre manière de gérer le pays, parce que c'est quand même filer du pognon pour rien, et non, on n'aime pas ça ici. On va leur donner aussi des bons, des bons d'achat, des bons de trucs comme ça. Ce qui va permettre aussi de relancer l'économie, parce que les gens, du coup, cet argent, ils vont être obligés de le dépenser, parce que c'est des bons d'achat, des trucs comme ça. Et d'un autre côté, c'est moins flagrant que de filer du pognon. On file pas un chômage, grosso modo, mais on file un coup de main sous forme de bons, de tickets pour aider les gens. Je crois qu'ils veulent filer 11 milliards sous forme de ces bons d'achat, un truc comme ça. Le fait de faire imprimer et distribuer ces bons d'achat, ça va coûter 28 milliards. C'est-à-dire que pour filer 11 milliards à la population sous forme de bons d'achat, ça va leur en coûter 28. On en est là, dans la stupidité. Alors que faire un virement à tout le monde pour une hauteur de 28 milliards, bah, ça coûtait rien. Ça coûtait 28 milliards pour barre et c'était réglé, quoi. Vous voyez la débilité de l'inertie qu'il y a là-dedans, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant. On a des trucs comme ça, des petits cas comme ça un peu partout. Je parlais très rapidement de la ville de Kyoto la dernière fois. La ville de Kyoto, c'est pas. Alors, si vous me connaissez un petit peu, vous le savez, c'est pas une ville que j'apprécie énormément. J'apprécie pas cette ville parce que même si elle est très belle, si historiquement elle est magnifique, c'est une ville qui est saturée de touristes. Et du coup, au final, bah, la ville de Kyoto, bah, d'un côté, il y a la population qu'on a un peu marre de voir tout le temps des touristes étrangers, ce que je peux comprendre. Si vous habitez dans une zone touristique, bah, voir des touristes toutes les 5 minutes, ça commence quelle que soit la période de l'année, ça commence à saouler assez vite. Mais du coup, la population a un rejet de ça. Et quand vous comprenez un peu le japonais et que vous baladez à Kyoto, vous en entendez des pas sympas, les gardes des touristes, et des étrangers en général, et comme ça fait chier d'entendre à droite à gauche. Imaginez, vous êtes Renoir et vous allez dans un meeting de Marine Le Pen, tu vois, vous allez entendre des trucs qui vont pas vous plaire. Bah, la ville de Kyoto, c'est un peu ça en géant, quoi. Donc l'ambiance de la ville de Kyoto, moi, ça me casse les couilles. Honnêtement, ça me casse les couilles. Même si la ville est très très belle, moi, ça me casse les couilles de fou. Mais comme c'est une ville qui fonctionne énormément sur le tourisme, une proportion impressionnante sur le tourisme, bah, ce qui s'est passé, c'est que le fait de couper les frontières, de bloquer tout ça, bah, il n'y avait plus d'étrangers pour visiter la ville de Tokyo. Mais quand l'économie est basée quasiment à 100% là-dessus, la ville de Kyoto, elle est ruinée. Elle est ruinée. Ils ont un déficit monstrueux. Monstrueux. Au-delà de ses capacités de remboursement. Au-delà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en un an, 2 ans, allez, on va dire un an avec les ouvertures, refermetures, réouvertures, refermetures, ça a suffi à la ville pour être dans le même état que, je sais pas, que la ville de Détroit il y a quelques années.
Vous savez ce qui s'est passé? La ville de Détroit, il y a quelques années, avec les subprimes, la ville était à vendre pour 1 dollar, et encore, on vous rendait la monnaie. Ah là, la ville de Kyoto, ça va être à peu près ça dans pas longtemps, hein. On est dans ce genre de délire, hein. On est vraiment, vraiment dans ce genre de délire. J'essaie de vous retrouver exactement le coût des tickets, parce que je veux pas dire des bêtises sur les chiffres, hein. Euh, attendez, je suis en train de lire les actus, là, je suis en train d'essayer de vous trouver ça. Alors, les actus au Japon en ce moment, ça donne froid dans le dos. Il y a des attaques au couteau de partout. Voilà. Pour son plan de relance économique, le gouvernement va distribuer 100 000 yens aux personnes de 18 ans et moins. La moitié en cash et l'autre sous la forme de coupons. Le problème, c'est que ça va coûter 3 fois plus de distribuer les coupons que le cash. Ça va coûter 28 milliards de yens, tu vois, je me suis pas trompé, de distribuer 50 000 yens en cash et 96 milliards de yens de distribuer les coupons de 50 000 yens. 50 000 yens, c'est 500 balles. Donc pour filer 1000 balles, ok, filer 1000 balles, 500 balles en cash et 500 balles en coupons, ça va leur coûter, alors pour filer le cash, ça va leur coûter 28 milliards. Et c'est là le chiffre que j'avais oublié. En fait, je me suis confondu à ce niveau-là. Ça va leur coûter 96 milliards de distribuer la même somme en coupons qu'en cash. C'est-à-dire 3 fois plus. C'est ouf, c'est ouf. Alors, la valeur du yen actuellement, si vous prévoyez, vous êtes un peu dans la spéculation, vous voulez prévoir un voyage au Japon dans l'avenir, achetez du yen maintenant, les enfants, c'est le moment. Le yen, il est au plus bas, voilà, le sol, les strates, les mondes engloutis, le yen là-bas là. Voilà, on est là, je crois qu'on est, le taux de change du yen, je crois que c'est 0,80, un truc comme ça, c'est ridicule. On était à 110 yens, 1 euro, là je crois qu'on doit être à 134, un truc comme ça. Attendez, je vais regarder ça immédiatement. J'ai regardé ça il y a pas longtemps, c'est une blague. J'aurais un peu plus de cash, j'y serais allé acheter du yen immédiatement. Alors attends, je vais regarder, XE, converteur, le taux de cash yen, ouais, je regarde avec vous, hein, là, attendez. Je vais même vous mettre ça propre, je vais vous mettre ça en grand écran, voilà. Allez, on va regarder ça, on va découvrir ça ensemble. Alors, 1 euro en yen. Ok, on est parti. 128 yens pour 1 euro, c'est une blague. C'est une blague. Le taux d'équilibre à peu près du yen, c'est 100 yens, 1 euro. Vous gagnez 30%. 30%. En ce moment, le yen, il vous est jeté au visage. Ah bah, Guito, fais-toi plaisir, hein. C'est le moment, hein. C'est le moment d'en acheter du yen, hein. 128 yens, t'imagines, tu changes 100 balles, tu gagnes 30 balles. En pouvoir d'achat, tu gagnes 30 balles. Pour 100 balles changées. Les crypto-monnaies, allez vous rhabiller, c'est là que ça se passe. Et évidemment, quand les frontières vont réouvrir, quand on va pouvoir retourner au Japon, le yen, il va faire 8 d'un coup, hein, ça va. Une droite. Oui, on en est là. On en est là. Hop là, je reviens là. Donc on est sur quelque chose comme ça. C'est assez monstrueux, quoi. Tu peux acheter quoi avec 128 yens? Tu peux acheter des onigiri à 128 yens. Tu peux acheter 128 yens. Tu peux acheter une boisson à 128 yens. Tu peux acheter une. Merci, Finn Zakaria, pour le follow. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oui, ah oui, bah oui, ah bien joué.
Misty Chas qui vient de vous dire, qui vient de vous dire, tu peux aller à Daiso. Tu as, au Japon, tu as les Kakuen Store, les magasins à 100 yens. Grosso modo, c'est des magasins où tous les objets sont entre 100 et 200 yens. Enfin, c'est souvent 100 yens, généralement, donc 1 euro à peu près. Voilà, moins, du coup. Et tu as la taxe, mais la taxe c'est 10%, donc c'est 110. Ok. Mais tu as plein de trucs à acheter. Pareil, je vais vous montrer le catalogue d'un Daiso, vous allez halluciner sur ce qu'on peut se payer pour 100 yens. Allez, Daiso, il y a un online store. Allez, attendez, on va aller voir, hein. On va aller voir, tranquillou bilou. Alors, je voudrais voir. Voilà. Ah non, je voudrais le Daiso. Attends, Kakuen Store, c'est pas celui-là. 100 yen shop, parfait. Vous allez voir, c'est le premier truc qui me sort. Je voudrais. Est-ce qu'il n'y en a pas Bon, on va aller voir sur un. Voilà. Voilà, tout ça c'est 100 yens l'unité. Daiso, Kandu, ouais, tout ça. Oh là là, la nostalgie. Tout ça, 100 yens, 100 yens, 100 yens, les petites chaises, 100 yens la déco, 100 yens les bas, 100 yens les chaussettes, 100 yens tout ça. Ah, 500 yens là. Attention, hein, 500 yens. La batterie mobile, 500 yens, 5 balles. Les petits jouets, ça c'est très classe. Ça, pour ramener des petits souvenirs, effectivement, je vois ça à Guito. Les petits trucs tradis, c'est cool, ça coûte rien. Ça coûte rien. Voilà. On en veut des images, en voilà des images. Daiso, c'est la vie. Daiso, c'est la vie. Voilà, du matériel. Des lacols, du machin, tout. Vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, les drugstores à l'époque. Alors, c'était pas à 100 yens. Mais les drugstores à l'époque, c'est le même principe, hein. Et ça marche du feu de Dieu là-bas au Japon. Donc ouais, avec 128 yens, tu peux t'acheter un truc à Daiso. Voilà. T'as besoin d'une brosse, t'as besoin d'une paire de chaussettes, tu peux aller l'acheter à Daiso. T'as besoin je sais pas ce que c'est, d'un truc pour porter ton gel, voilà, tu peux l'acheter à Daiso. T'as besoin d'une paire de tongs, tu peux l'acheter à Daiso, y a pas de problème. Voilà un petit peu tout ça. Ouais. Donc ouais, si vous avez un peu de liquidité, vous voulez investir en ce moment, achetez du yen. Je vous le dis, acheter du yen, c'est le moment. À Book-Off, pareil, Book-Off, oui, on peut s'acheter des mangas sans yens, oui, effectivement, je me suis acheté des mangas sans yens à Book-Off, effectivement. Puis en bonne qualité, c'est du manga d'occasion, mais de très très bonne qualité, sans aucun problème. Donc oui, alors ça c'est la... Parmi les mauvaises nouvelles, c'est la bonne nouvelle. C'est bien parce qu'on peut acheter plein de yens en ce moment, mais on peut pas les dépenser, donc il faut vraiment en planifier, investir. Donc ça c'est plutôt cool, mais et ce qu'il faut voir, c'est que, voilà, quand je vous disais pour la ville de Kyoto, on est une ville, je reviens un petit peu là-dessus, c'est moins rigolo. Kyoto, on est une ville qui est totalement ruinée. Je pareil, je vais vous donner les chiffres, hein. Kyoto, banqueroute, je pense qu'on va mettre ça comme ça. Non, c'est pas possible. Oui, banqueroute. Alors, voilà. Ah, tais-toi, le monde. Tu n'auras pas mes cookies. Là, je laisse regarder. Attendez, je vais mettre ça en plus grand, excusez-moi. Alors, 88% de l'économie, une chute de 88% de l'économie en 2020 par rapport à 2019. Déficit pour l'exercice clos de mars 2022 devrait avoisiner les 50 milliards de yens, 383 milliards d'euros de déficit pour une ville. C'est colossal. C'est colossal.
plus les dettes, 860 milliards de dettes. C'est, c'est, ils vont vendre la ville pour que dalle, vraiment. Mais Kyoto, c'est pas un petit village. Oui, c'est la ville de Kyoto. Kyoto, c'est pas un petit village. Kyoto, c'est une grande ville. Kyoto, c'est l'ancienne capitale du Japon. C'est la capitale historique du Japon. Et ouais, et ouais. C'est pas c'est pas trifouiller les oies, c'est pas Putnec sur Guano quoi. C'est non, c'est voilà, Kyoto. Je mange un bout de banane, hein, je suis désolé. Un petit peu de banana. Voilà. On est sur quelque chose de monstrueux. Hein. Ouais, l'article du Monde, vous l'avez là. Et Osaka, ça va pas super bien non plus. Hein. Tu parlais de l'immobilier. Je sais pas s'il y aura un impact réel parce que il y a beaucoup de choses qui gèrent le marché de l'immobilier au Japon, qui influent le marché de l'immobilier, qui dépendent pas directement de l'économie. Il y a le prix des terrains, il y a le prix des rénovations, le prix. Vous savez qu'au Japon, pour l'immobilier, il y a quelque chose de particulier, c'est que tous les X années, il faut reconstruire parce que il faut toujours mettre les choses aux normes sismiques, en fait. Et le problème, c'est que pour mettre les choses aux normes, ben, faut souvent, tu peux pas avoir des maisons qui sont comme les nôtres en Europe, qui restent 30 ans, sans grosse restructuration. Là, c'est vraiment tous les 10-15 ans, il faut refaire, quoi. Et ça coûte une blinde absolue. Et quand c'est propriétaire, c'est à ta charge. C'est-à-dire que quand tu achètes une maison au Japon, il faut se dire, bah régulièrement, va falloir la faire reconstruire. C'est-à-dire que si vous pouvez vous dire, ah, je vais acheter cette maison, elle est super belle, traditionnelle, machin, trop bien et tout. Elle coûte pas cher en plus, elle va me coûter moins de 100 000 balles, moins de 100 000 euros, c'est donné, c'est jeté à la gueule. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est nickel. Oh là là, vous achetez la baraque, vous êtes super content, vous comprenez pas pourquoi vous l'avez payé aussi peu cher. Et l'année suivante, il y a la mairie qui vous appelle qui fait hey, c'est l'année où il faut reconstruire la baraque, et ça va te coûter 1 million. Allez, bisous. Voilà, voilà, voilà. Et vous comprenez pourquoi l'ancien propriétaire elle a voulu la vendre assez vite en fait la maison. Euh, Ça aussi, alors je regarde assez souvent, c'est un de mes péchés mignons. Je regarde un compte Instagram que j'aime beaucoup, il s'appelle Cheap House in Japan. Euh, je vais vous le mettre un peu en grand là. Et je vous conseille ce compte, il est vraiment cool. In Japan, tout attaché évidemment. Hein. Il y a des maisons vraiment jetées au visage. Des prix hallucinants. J'ai vu des maisons à partir de 8 000 € sur cette page Instagram. C'est vraiment que dalle. Mais il faut regarder les descriptions avec attention parce que bah, souvent, c'est des maisons qui sont soit très très loin des réseaux de train, des réseaux de voies ferrées, tout ça. Donc ça demande d'avoir une voiture absolument. Ce qui n'est pas le cas de tous les Japonais, hein, même loin de là. Puis même être loin des centres, ça complique beaucoup de choses à chaque fois. Ça complique beaucoup de choses pour l'entretien de la maison, enfin, pour les courses, pour tout ça, c'est hyper compliqué. Parce que c'est pas adapté à un mode de vie à la japonaise. Le mode de vie à la japonaise, c'est faire un peu les courses tous les jours, c'est pas être trop loin de son lieu de travail, c'est pas faire beaucoup de temps de trajet, et puis c'est le payer un peu du service, donc tout doit être à peu près à proximité. Le fait d'être un peu loin dans la campagne, ben il y a peu de commerces qui sont basés sur ce type de clientèle parce que ben il est quasiment inexistant. Donc c'est un mode de vie extrêmement compliqué là-bas. Il y a soit des maisons qu'il faut refaire de A à Z, donc on te vend la maison 10 000 balles parce que tu vas en avoir pour 10 fois plus en travaux. Soit c'est des maisons qui sont pas tout à fait habitables. Il y a un moment, je commence à tomber sur des photos qui me font rêver. Un truc à Hokkaido, trop bien et tout. Je commence à regarder, oh, c'est génial et tout. Puis je me dis, pourquoi elle est aussi peu chère cette baraque?
Il y a même un jardin et tout, ça a l'air fou. Puis je regarde, je fais, ah, mais en fait, c'est un resto. C'est un ancien restaurant qui vendent. Il n'y a pas de chambre. Il y a juste la cuisine et la salle de service, en fait. Il n'y a que ça. Je fais, ah, d'accord, ok, c'est pour ça. Mais oui, oui, c'est intéressant. C'est intéressant à regarder parce dedans, il y a de vraies bonnes affaires. Il y a de vraies bonnes affaires, des trucs qui valent vraiment le coup. Euh, Ça demande un peu d'organisation, mais ça vaut vraiment le coup. Bref, on est face à une situation actuelle qui fait que le Japon est en lockdown face à la cinquième vague, complètement verrouillé, avec très très peu d'autorisation d'entrée ou de sortie, un système de quarantaine qui est assez vénère quand même, qu'il a toujours été d'ailleurs, quelle que soit la période. Vous arrivez au Japon, faut prévoir de faire une quarantaine, alors d'abord dans un hôtel, vous n'avez pas le choix, pendant quelques jours, et ensuite vous pouvez choisir votre lieu de quarantaine. Euh, le problème, c'est que, alors si vous avez de la famille là-bas, vous pouvez faire votre quarantaine dans la famille, mais vous vous engagez à pas sortir. Je crois que c'est pendant une dizaine de jours qu'il faut pas sortir. Voilà. Ou bah, si vous n'avez pas de famille, vous y allez en touriste, bah, il faut vous trouver un hôtel, il faut vous trouver un endroit qui accepte de vous me garder en quarantaine, tout ça. Donc c'est un peu plus compliqué. Et bah, surtout, bah, quand vous allez au Japon, vous y allez rarement pour plus de 15 jours parce que c'est un voyage qui coûte beaucoup d'argent. C'est un voyage qui nécessite une grosse organisation, puis en plus on a envie de faire plein de choses. Euh, Si vous y allez pendant 15 jours, vous êtes bloqué, le voyage il sert un peu à rien, quoi. Parce que bah, c'est un petit peu le principe, c'est faut avoir de l'argent pour aller au Japon. Pour avoir de l'argent pour aller au Japon, il faut un boulot qui rapporte. Donc, ça veut dire que le boulot qui vous rapporte, il va pas vous laisser des congés genre 5 semaines de congés payés uniquement pour aller au Japon, vous pouvez pas, parce que même si vous les avez, les 5 semaines de congés payés, ça vous coûte tellement cher sur place que vous ne pouvez pas y passer 5 semaines. On va dire 3 semaines, allez 3 semaines, c'est le bon timing. Ah, si sur les 3 semaines, vous passez 15 jours enfermés, pas génial. Hein. Et oui, oui, Aguito, je te confirme, il y a une vérification qui est assez vénère là-bas. Ça peut popper n'importe quand, donc les gens peuvent. Oui, ils sont là, on peut les voir, voilà, maintenant. Et si t'es pas là, bah c'est que demain tu reprends l'avion parce que voilà, tu vas te casser du pays immédiatement. Ouais, c'est assez vénère. Et puis il y a des trucs, ils sont pas cool. Ils sont pas cool. Pour aller de votre premier lieu de quarantaine à votre deuxième lieu de quarantaine, vous n'avez pas la liberté du choix du transport. Je vous explique. Vous êtes dans votre premier hôtel que vous payez à vos frais pour votre quarantaine. Hôtel est sélectionné par l'État japonais. C'est-à-dire que vous n'avez rien à dire sur la qualité de l'hôtel, on vous fout là. Ok. Ok, donc vous passez déjà quelques jours là, avec toc toc, on vous pose le repas, on se casse, voilà, débrouille-toi. Quoi. Et au bout d'un moment, bah, quand vous avez fini votre quarantaine là-bas, vous entendez toc toc toc, c'est le taxi. Taxi, mais je pas demandé de taxi. Si, si, c'est le taxi qui va t'amener à ton nouveau lieu de quarantaine. Si tu l'as choisi, tant mieux. Si tu l'as pas choisi, c'est moi qui choisis. Donc déjà, je fais ok, d'accord, très bien. Et on t'explique que bah, t'as pas le choix, il faut que tu prennes le taxi pour éviter de te mélanger au reste de la population. Et le taxi, bah, tu vas le payer. Oh, mais t'inquiète, c'est une somme forfaitaire. C'est 200 balles. T'es content, hein. T'es content. Euh... Il faut savoir que le plus gros aéroport d'entrée au Japon, c'est Narita. Narita, ça se trouve à proximité de Tokyo, c'est-à-dire à 2 heures de train de Tokyo. Non, 1 heure et demie, j'exagère, 1 heure et demie de train de Tokyo, un truc comme ça. Du coup, c'est loin de Tokyo, Narita. C'est pas la porte à côté, en fait. C'est pas aux portes de Tokyo, Narita. Et déjà, faire le trajet Tokyo-Narita, c'est pas à côté. Si t'es obligé de le faire en taxi, t'imagines comme ça douille. Euh,
Ouais, ouais, le forfaitaire, enfin, c'est hallucinant. Non, c'est moins cher qu'en Suisse le taxi au Japon. Le minimum, ça dépend des régions, mais la somme minimum de prise en charge d'un taxi, c'est à peu près 700-800 yens, donc entre 6 et 8 balles. Il y a même des taxis où la charge minimum elle est à 400 yens, donc 3 balles et quelques. Donc grosso modo, non, ça va, c'est pas la mort de prendre le taxi au Japon. Ça dépend où tu vas, mais c'est pas la mort. Euh, Par contre, il y a des moyens de transport qui sont beaucoup moins chers. Pour faire Narita à Tokyo, soit tu prends le train et t'en as, je sais pas, t'en as peut-être pour 600-700 yens, un truc comme ça. Soit tu peux pas refuser. Non, Miss Parker, tu peux pas refuser le taxi. T'as pas le choix du transport, c'est ce que je te dis. C'est mandataire, c'est parce que bah, c'est le transport qui te fait prendre le moins de risques à la population, donc t'as pas le choix. Et comme je disais, c'est soit le train, donc le train, bah, contact avec beaucoup de gens, les gares, tout ça, soit le bus, pareil, contact avec la population, soit le taxi. Donc voilà, sur les trois, le choix est vite fait, quoi. Donc voilà. Et, euh, et là, on en arrive à un point aussi qui est assez ridicule, c'est qu'il y a tellement cette période de lockdown qui est tellement violente il y a des gens qui sont rentrés en quatrième vitesse au Japon parce ils ont dit ouais ça va refermer les frontières. Bah, il y a des Japonais qui étaient à l'étranger, tout ça, ils ont vite été rapatriés parce qu'ils savaient pas combien de temps ça allait durer et ils voulaient pas rester à l'étranger ad vitam aeternam, donc ils sont vite rentrés. Donc il y a eu un surplus, un arrivage massif de gens juste avant la fermeture des frontières. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que bah, les hôtels à Narita, il y en a plus. Il n'y en a plus de disponibles pour faire les quarantaines. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, on va prendre les gens qui arrivent à Narita et on va les amener dans des hôtels plus loin. Donc, tu vas te taper 2 heures de bus de l'hôtel pour aller dans un hôtel, mais perdu dans la pampa. Et le jour où tu veux revenir sur Tokyo, bah alors, prévois 4 jours. Hein. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. On en est là. Hein. On en est là. Donc, c'est vraiment compliqué à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment extrêmement compliqué. Nous, on avait regardé avec Satch, avec Sachiko, pour voir si on avait moyen, si on allait au Japon, si on avait moyen de faire la quarantaine directement chez les parents de Satch, sachant qu'ils habitent pas très loin de l'aéroport d'Hokkaido. Alors, c'était possible, à condition que notre point d'arrivée au Japon, ça soit cet aéroport. Et grosso modo, pour vous expliquer, voilà, vous avez les trois quarts des vols internationaux circulent par Tokyo. C'est-à-dire que souvent, très souvent, vous arrivez à Tokyo et vous changez d'avion pour aller soit au nord, soit au sud du Japon, comme vous voulez, voilà. Et surtout si vous venez d'Europe, où c'est très souvent à Tokyo que vous vous posez. Pour se poser ailleurs qu'à Tokyo, c'est-à-dire, je sais pas, Osaka, Nara, non pas Nara, c'est Osaka, c'est l'aéroport d'Osaka, Okinawa ou Hokkaido, ben c'est des vols qui sont internationaux mais plus proches. Donc ça veut dire que ça vient d'Asie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux me poser à Chitose, l'aéroport de Hokkaido, je suis obligé de transiter soit par la Chine, soit par la Corée. Comment vous dire que c'est pas forcément très intéressant de transiter par la Chine? Et bon, la Corée, si, la Corée c'est encore jouable. La Corée, c'est pas un gros problème au final. Mais transiter par la Chine, je l'ai fait une fois. Au-delà de toute paranoïa sur le virus, sur machin, comme ça, la gestion des autorités en Chine des aéroports m'a fait dire plus jamais je fous les pieds là-bas. Plus jamais je fous les pieds dans un aéroport chinois pour aller au Japon. C'est hors de question. Si un jour je dois aller en Chine, voilà, parce qu'il faut que j'aille en Chine pour une raison X ou Y, ok, d'accord. Mais honnêtement, si je peux éviter, je préfère y aller à pied, honnêtement. La Chine, c'est un bordel. Un bordel sans nom. Déjà, les gens qui s'occupent de la sécurité et le staff de l'aéroport en Chine te font clairement comprendre qu'ils en ont un peu rien à foutre de ta gueule. Vraiment.
ils sont d'une impolitesse incroyable, d'une brusquerie hallucinante. Et surtout, ils sont borderline de la légalité, mais tout le temps. Tout le temps, c'est là, pas grave. Je vous donnais 2 exemples. J'ai transité une fois par la Chine pour une question de tarif. Je me suis dit, plus jamais je fais ça. J'étais avec ma sœur, ma grande sœur, qui est ma sœur plus âgée que moi, qui est par contre beaucoup plus petite et beaucoup plus menue que moi. Le seul monstre plante de la famille, c'est ma gueule. Mais mes 2 sœurs, c'est des kétames. Moi, j'ai pris tout. Manger. Voilà. Grosso modo, ma sœur, c'est une petite chose qui fait dans les 1,60 m, qui fait dans les 50 kilos. Voilà. Pas une, pas une menace pour la sécurité nationale, ma sœur. Faut vraiment le vouloir, quoi. Donc on transite par la Chine et on passe par les points de sécurité, voilà, machin, tout comme ça. Ma sœur a commis le crime horrible et affreux d'être une fumeuse. Ma sœur fume, voilà, fume des clopes. Arrive à tout le monde. Et elle avait pas un, mais 2 briquets sur elle. Terroriste international. 2 briquets sur toi, autant arriver dans le pays et dire c'est moi le fils à Ben Laden, coucou. La même chose, même délire. Elle avait 2 briquets sur elle. Ils s'en sont rendus compte. Ils ont fait monter ma sœur sur une chaise. Et ils ont commencé à lui faire une fouille au corps. Je te garantis, ça aurait duré 20 secondes de plus. Je serais à l'heure actuelle dans une prison chinoise pour avoir tué 2 personnes. Ou j'aurais une balle dans la nuque, un truc comme ça. Parce qu'ils ont fait ça sous mes yeux. Il y a un moment, il y a une des nanas, parce que fille comme homme, hein, même combat au niveau de la rustrerie et de la manière de se comporter, même chose, hein, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Hein. Il y a une nana qui a commencé à voir que je commençais à faire ça, à bouillir intérieurement, disant s'il y en a encore un qui touche à ma soeur, je vais l'encastrer dans un mur, ce qui va se passer. Et elle a arrêté, elle a fait non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, allez, elle peut y aller, elle peut y aller. Heureusement, parce que les deux là qui étaient autour de ma soeur, ils auraient fusionné dans un petit tas de molécules en fait. Ça aurait fait splotch. Donc les gars, mais pour deux briquets, tu fais pas ça. Voilà. Donc là, la Chine, déjà, rien que pour ça, je vous le conseille pas. Et alors, ça, c'était à l'aller. Au retour, pareil, on transite, mais là, honnêtement, on n'avait pas pour longtemps, on en avait pour 2 heures. On s'est dit, pour 2 heures, ouais, c'est bon. Mais, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'on arrivait, l'avion se posait à 11 heures du soir, et l'autre avion qu'on prenait pour retourner en Europe, pour retourner en France, partait à 1 heure du matin. Donc, on passait le cap de minuit, hein, comme les Gremlins. Tu vois, minuit passé, c'est la fête. Et il faut savoir qu'en Chine, quand on reste il n'y a pas de visa touristique pour la Chine. Vous ne pouvez pas aller vous pointer 3 mois sans visa, tranquille, c'est la fête. Vous restez un jour sur le territoire chinois, il vous faut un visa. Un jour. Mais un jour, ça veut dire juste passer minuit en fait. Ça ne veut pas dire rester 24 heures d'affilée. Ça veut dire passer l'heure de minuit. Donc nous qui sommes arrivés à 11 heures sur le territoire chinois et qui repartions le lendemain à 1 heure du matin, nous restions un jour sur le territoire chinois. Donc il nous fallait des visas, ce qu'on ne savait pas, rien, aucune information à ce niveau-là. Tous les passagers dans la même merde. Tous les passagers dans la même merde. Donc on nous explique qu'il va falloir qu'on passe par un guichet, que le mec au guichet va voir si aujourd'hui ça va, il se sent bien, s'il n'a pas eu un P de travers, ou un truc comme ça, qu'il est OK pour nous mettre le petit tampon du visa. Et là, pour le coup, il fallait qu'on ressorte de l'aéroport et qu'on re-rentre 2 heures hein, pour prendre notre correspondance. Ok. Donc là, déjà, tu fais la queue. Et là, t'es comme ça. Hein, parce que ton avion, il est dans 1 heure et demie. C'est-à-dire qu'il décolle dans 1 heure et demie. C'est-à-dire qu'il faut que tu embarques dans 1 heure. Donc t'es comme ça. T'arrives. Ridicule. Je me serais cru dans un film. Je me serais cru dans Brésil, en fait.
dans un film de Terry Gilliam, vraiment. Le guichet, j'étais debout, le haut du guichet m'arrivait là. Je fais 1m80, le haut du guichet m'arrivait là. Le mec, il me regardait comme ça, il était comme ça. Je fais, ok, d'accord, bonjour monsieur, vous allez bien, ouais, c'est ça, ça va, ça biche là-haut, il fait beau. Et t'es là, tu fais, ok, je parle pas chinois, donc t'expliques en anglais. Le mec, comment ça, parle pas anglais. Ok, d'accord, très bien. Donc, il y a un gars qui explique, il dit voilà, qui lui explique ça. Il fait ok, passez-moi vos passeports. Donc, moi, je m'attendais, tu poses le passeport, excuse-moi, tu poses le passeport, boum, tampon, casse-toi, allez, ciao. Ciao Simone. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, non, non. Pose ton passeport, le petit monsieur derrière le guichet, il prend ton passeport, merci, et il se casse. Il s'en va. Il part dans un couloir. Et il prend une porte. Et là, t'es fait. Je suis en Chine. J'ai un avion dans 1 heure. Il est minuit. J'ai plus de passeport. Ok. Dans ta tête, c'est Midnight Express. Dans ta tête, la musique, c'est ça. C'est ta 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 ta. Et j'ai ma soeur avec moi. Donc déjà, tu commences à calculer toutes les possibilités. T'attends longtemps. Chaque seconde est une éternité à ce moment-là. T'attends. Et au bout d'un moment, t'as le mec qui revient, heureusement. Tu regardes si dans une de ses mains il a ton putain de passeport. Et il arrive, il pose ton passeport ouvert, il prend un tampon dégueulasse qui fait une taille comme as, splotch sur ton passeport et te fout de l'encre de partout. Sans déconner, l'encre elle a traversé 3 pages du passeport. 3 pages. Tellement c'était dégueu. Un putain de truc en disant ouais, c'est ton visa une journée. T'as vu ton passeport, j'en ai fait un Jackson Pollock. T'es heureux, hein? Je fais, ouais, d'accord, génial, merci. J'ai récupéré mon passeport, j'ai récupéré mon passeport, j'ai récupéré mon passeport. Et là, il fait, bon, bah maintenant tu sors de l'aéroport. Et j'ai fait où? Tu sors, tu rentres, tu repasses la sécurité. D'accord. Et là, tu te casses, tu te prends n'importe quel truc. Heureusement, ça n'a pas duré extrêmement longtemps, donc on a eu le temps de manger un truc vite fait. Et tu fais, mais plus jamais je fous les pieds dans ce pays de fou. Plus jamais. Plus jamais. C'est des calus, c'est pas possible, c'est des calus, les gars. Non. Non, 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 ça donne vraiment pas envie. Vraiment pas envie. C'est chaud patato. Chaud patato Valdez, comme dirait l'autre. Donc voilà, comme du coup, une des routes pour aller. C'est qui Rifki? Explique-moi, Dark Angel, c'est qui Rifki? Donc ouais, donc passer par la Chine pour aller au Japon, mauvaise idée, je vous le confirme. À la rigueur, si vous avez envie de faire un détour un peu exotique et un peu touchy, je vous conseille plutôt de prendre Qatar Airlines et passer par Dubaï. C'est limite plus sympa. Et c'est surtout limite moins totalitaire que passer par la Chine. La charia, c'est plus sympa que la Chine, je vous le garantis. Je vous le garantis. En gardant en perspective la charia, hein, les gars. Euh, voilà, voilà. Ah oui, oui, putain. Oh, merde, je l'avais oublié, j'ai oublié son nom. Je l'avais complètement zappé. Euh, donc voilà. Et du coup, quand je reviens un petit peu sur le sujet, hein, je recale, qu'est-ce qu'on peut envisager pour l'avenir? Est-ce qu'on peut envisager de retourner au Japon dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, tout ça? Moi, honnêtement, je caressais le projet d'y aller en février, je pense que c'est mort. À mon avis, ça va pas réouvrir comme ça sur un claquement de doigts. Euh, Bien que on commence à voir au niveau scientifique que finalement le variant Omicron, c'est peut-être la meilleure chose qui nous soit arrivée, dans le sens où c'est un variant qui est extrêmement contagieux, mais assez peu virulent au niveau de l'infection. C'est-à-dire que vous l'attrapez facilement, mais il a que peu d'impact sur votre corps. Vraiment, des peu de cas qui ont été analysés de A à Z, pour l'instant, c'est vraiment
Bah, soit t'es asymptomatique, soit t'as très peu de symptômes. Enfin bon, grosso modo, il fait pas beaucoup mal. Donc si c'est devient le variant dominant, bah ça peut être un peu plus intéressant que le variant Delta qui lui, alors le variant de la cinquième vague là, celui qu'on est en train de se manger là, le variant Delta, lui c'est une saloperie absolue. Si on repasse une troisième fois sous l'aiguille, c'est pas pour rien, hein, c'est que c'est une petite salope, hein, vraiment. Donc si on arrive à remplacer Delta par Omicron, au final, ça serait peut-être pas plus mal. Alors Aguito, tu me dis que tu as entendu courant printemps pour le plus tôt. Alors, je t'explique. Depuis un an, on entend oui, printemps, ouais, été. Non, mais fin de l'année, c'est bon. Février, ça devrait réouvrir. Et là, grosso modo, c'est un petit peu comme les dates de les dates de sortie de chez Valve ou de chez Blizzard. C'est bien quand on te les annonce, mais tant que c'est pas sur le tant que c'est pas sur le papier, non. Moi, j'y crois pas non plus. Euh, le jour où ça se libère, c'est cool. Euh, mais clairement, si ça réouvre au printemps, mais je pense que ça va réouvrir au printemps. Je pense que tu as raison. Ça va réouvrir au printemps, mais ça va durer un mois à tout casser avant qu'il referme. Parce que c'est toujours pareil, il va suffire qu'il y ait 10 cas, 15 cas qui sont détectés pendant que c'est réouvert. Ils vont se dire, oh, c'est les étrangers, ils sont venus. Oh là là, on referme tout. Et, et honnêtement, actuellement, au niveau politique au Japon, ils sont tous tellement sur des sièges éjectables qu'il n'y en a pas un qui va aller contre l'avis de la population. Quitte à aller dans la paranoïa, aller dans l'illogisme le plus total, mais il faut garder la population contente. Grosso modo, la population est persuadée que le danger vient de l'extérieur, il faut renfermer le pays. C'est l'idée, quoi, tu vois. En ce moment, il faut savoir que les Japonais sont sous pression assez fort. Il y a beaucoup de faits divers qui pop, qui vous montrent qu'il y a des gens qui pètent les plombs. Parce que, bah, on le sait, hein, le Covid avec l'enfermement et avec toutes ces distanciations sociales, tout ça, bah, ça pèse sur la psyché des gens. Alors quand les gens sont un peu détendus, bah, ça leur fait déjà mal. Mais quand les gens sont japonais et qui vivent comme des cocottes minutes 365 jours dans l'année, pas pousser très très loin pour que le bouchon il explose, hein. Et on le voit actuellement si vous suivez les actualités japonaises, des attaques au couteau, des gens qui saccagent des magasins, des trucs. Ouais, ça arrivait, mais une fois de temps en temps. Là, c'est une fois toutes les semaines. C'est impressionnant. Mais je pense que la population est sacrément sous pression et que au-delà des règles sanitaires, je pense peut-être que le gouvernement japonais a aussi pas trop envie de réouvrir les frontières parce que c'est pas un spectacle très agréable pour les touristes étrangers, ce qui est en train de se passer au Japon. Donc je sais pas s'il n'y a pas un peu de ça aussi qui joue de se dire on va attendre que les choses se calment, on va attendre que ça se tasse. Les Japonais sont très dans la prudence et dans l'inertie, donc ça peut beaucoup jouer là-dessus, hein. Voilà, aujourd'hui vers 12h30, je vous donne des nouvelles, des news pêle-mêle à la volée, hein. Aujourd'hui vers 12h30, un homme tout noir cagoulé armé d'un couteau a saccagé un magasin Lupica, Ion dans le quartier de Asamo à Sapporo. Le mec il est rentré dans le magasin, il a tout déboîté. Euh, des attaques au couteau, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu une dans un train. Et oui, alors ça. Pour vous donner une idée de l'état d'esprit de la population japonaise, selon un sondage du Yomiuri Shimbun, qui est un journal papier local assez important là-bas, 89%, 89% pour nos amis suisses, des Japonais interrogés soutiennent l'interdiction effective de l'entrée des étrangers au Japon. La rapidité des décisions a été jugée positive et le taux d'approbation du gouvernement est en hausse, grimpant à 62%.
au-delà de l'aspect sécuritaire, de l'aspect sanitaire, c'est ça le plus important. C'est que refermer les frontières, ça fait plaisir à la population. 89%, 89% de gens pour fermer les frontières. La cote du gouvernement qui était basse, qu'elle n'en peut plus, qui remonte à 62%. Une cote de popularité à 62%, le dernier qui a vu ça, c'est Sarkozy. Hein. Et encore en début de mandat. Hein. Hollande, je crois qu'il les a jamais fait. 62%, je crois qu'il les a jamais fait. Macron, peut-être 3 semaines avant de commencer à parler. Mais c'est tout. 62% de la population qui sont là, qui font c'est bien. Fermer les frontières, c'est bien. Il est là le point. C'est ça que j'essaie de vous expliquer un petit peu dans cette émission là sur le Yokoso. C'est que le Covid, c'est une chose, mais le plus important, c'est la manière dont la population japonaise perçoit tout ça. Et comment, à travers le filtre de cette perception, comment on explique ce qui se passe là-bas, en fait. Et pourquoi des décisions qui nous semblent absolument illogiques ici, parce que de notre point de vue, elles le sont. Mais les gars, vous faites quoi? L'OMS a dit que ça servait à rien de fermer les frontières. Pour le variant Omicron, vous le faites, pourquoi? Bon, on le fait nous aussi, hein. C'est en passant. Et pourquoi cette manière d'agir? Nous, on a du mal à la comprendre parce on se base sur notre logique. Mais quand vous mettez à travers les yeux des Japonais, quand vous mettez un petit peu à leur place, alors ça fait pas beaucoup plus de sens, mais ça se comprend. Dire, ah oui, ok, d'accord, c'est à cause de ça. La raison en elle-même est pas bonne, mais elle existe, cette raison existe, elle est présente. Donc on est dans cette démarche, en fait, de satisfaire la population et d'éviter que la paranoïa enflamme le pays, en fait. Oui, Aguito, c'est une très bonne manière de voir les choses. Ça te permet de mettre plus de pognon de côté, et ça te permettra aussi de faire des progrès en langue, c'est une très bonne chose. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh... Non, il y a pas de problème. Pas de problème là-dessus. Mais attendez vraiment, si j'ai un conseil à vous donner à tous là qui regardez cette émission, attendez vraiment que tout ça se lève. Alors si vous avez un tuyau, un instinct, un truc comme ça qu'on vous dit, voilà, excusez-moi, pardon, qu'on vous dit, voilà, ça va réouvrir à tel moment, vous pouvez prendre le pari, prenez les billets, vous les paierez moins cher, mais avec le risque que ça ne marche pas. Mais attendez vraiment que tout ça soit décanté. Vous n'imaginez pas, vraiment pas, le degré de paranoïa de la population et ça va vous faire passer un mauvais... Même si vous arrivez à y aller, vous n'allez pas passer un bon séjour. Vous n'allez vraiment pas passer un bon séjour. Les gens sont tendax. Tendax, d'habitude, au Japon, les touristes, on les kiffe. Au Japon, on a envie que les gens qui viennent visiter le Japon aient la meilleure expérience possible. On a envie de leur faire découvrir les meilleurs aspects du pays. La population locale, elle est prête à se mettre en cadre pour ça, à vous aider dans tous les sens du terme et tout. Donc, il y a un accueil qui est fort. Et j'insiste sur quand vous y allez en touriste, hein, quand vous y allez y habiter, c'est autre chose. Mais voilà, quand vous y allez en touriste, on va se faire en sorte que vous passiez un bon moment. Là, vous êtes une population dont l'échelle de priorité, c'est pas de vous faire passer un bon moment. L'échelle de priorité, c'est que vous dégagez parce que vous êtes une menace potentielle. Alors, littéralement, c'est ça. Hein. Donc l'accueil va pas être le même. Vous allez rentrer dans des magasins, on va vous regarder comme ça. Vous allez vous balader dans la rue, on va vous regarder comme ça. C'est chaud, c'est lourd. Vous imaginez pas actuellement le nombre d'appels aux flics, à la police japonaise, pour dire il y a un étranger dans la rue, il respecte pas sa quarantaine, faut aller l'arrêter, intervenez. Les flics au Japon, être flic au Japon, c'est avoir une vie calme, hein, honnêtement, un taux de criminalité qui est une rigolade absolue. En ce moment, les flics, ils pètent un plomb. Ils pètent un plomb. Ils ont des appels tout le temps pour ce genre de choses. Des gens qui se dénoncent entre eux. C'est vraiment la paranoïa. Vraiment. Il y a un mot à retenir de tout ça, c'est une paranoïa. Dans son sens le plus littéral, c'est-à-dire qui n'est pas forcément basé sur quelque chose de concret.
Parce que je veux pas minimiser l'impact du virus, hein. Le Covid tue des gens, ok, il n'y a pas besoin de chercher loin pour s'en rendre compte. C'est un réel danger, il faut pas faire n'importe quoi. Mais la panique et les réactions basées sur cette panique peuvent être beaucoup plus dangereuses que le danger initial. Elles peuvent surpasser en termes de dommages les dangers initiaux. Et c'est exactement le risque qui couve au Japon. C'est que la réaction de la population provoque plus de problèmes que le Covid en lui-même. Et alors ça, c'est pas l'appétence du Japon, hein. Il y a plein de pays où c'est le cas, hein. Il y a plein de pays où les surréactions, voilà. Donc, pour l'instant, il vaut mieux se dire le Japon, voilà, comme Agito, on verra ça plus tard, voilà, au moment où ça sera détendu, on aura toujours tout ce plaisir à y retourner. Moi, je vais même attendre un peu plus éventuellement, parce que au moment où ça va réouvrir tout le monde, moi j'aime pas quand tout le monde, je laisse aller, c'est comme pour le Black Friday, c'est ils couraient devant, puis moi j'irai voir après, hein. Donc voilà, il y a des trucs qui sont pas logiques non plus quand on suit un peu les actus. On voit qu'il y a des trucs pour les touristes qui sont lancés maintenant alors qu'ils savent très bien que bah ça sert à rien, il y aura pas de touristes. Je sais pas si vous êtes fan de Hunter x Hunter, mais alors il y a une attraction Hunter x Hunter qui a été lancée dans les parcs d'attractions à Osaka, ça donne envie de la faire quoi. Mais le temps, comme c'est des attractions éphémères, le temps que ça réouvre, on ne foutra pas les pieds quoi. Dans des trucs comme ça gâche un petit peu, voilà. Il y a beaucoup de choses qui frustrent beaucoup en ce moment, mais il faut pas se prendre la tête plus que ça. Ça va être long. Ça va être long. Faut pas se dire non, c'est bon, c'est réglé le Covid. Allez, la troisième dose et c'est fini. Ça va être long. Ça va durer encore longtemps. On nous l'a toujours dit, on n'a pas voulu trop le croire parce qu'on espérait que ça soit pas vrai. Mais ça va être long. Il va y avoir des impacts un peu partout. C'est pas grave, fondamentalement, dans le sens où bah, dans le sens où c'est contraignant, c'est chiant, mais c'est pas la fin du monde, enfin j'espère. Mais ça demande de la patience et de l'abnégation. Et le Japon, c'est un peu l'exemple qu'il est bon de regarder avec du recul parce que c'est un pays qui est à la fois hyper discipliné, hyper prudent, donc ça on peut s'en inspirer. Parce qu'au niveau du respect de la vie des autres, au niveau du respect des règles de distanciation, tout ça, ils sont au top. Mais d'un autre côté, bah, c'est aussi le contre-exemple de voir des gens qui perdent toute logique face à la panique, parce qu'ils ne savent pas comment réagir autrement, et qui du coup commencent à prendre des décisions irrationnelles. Et ça, c'est faux. Donc on a à la fois l'exemple et le contre-exemple. Donc, mais dans tous les cas, on a de la chance d'être en distance vis-à-vis de tout ça, de pouvoir l'analyser. On a eu des réactions en Europe et aux États-Unis et en Amérique du Sud, en Afrique du Sud aussi, des réactions irrationnelles, hein. Il y a des gens qui ont pété un plomb pour rien aussi. Comment vous expliquer que dans le même pays, d'un côté on applaudisse les soignants et d'un autre côté on leur met des petits mots pour leur dire dégage parce que tu portes le Covid, tu vois, qui retrouvent des petits mots dans leur boîte aux lettres, dans leur voiture. Nous, on n'est pas dans un pays paranoïaque, on est dans un pays schizophrène, c'est pas pareil. Mais là, on est dans une situation qui fait que la seule chose qui nous permettrait de passer à travers, c'est notre capacité de résilience et de patience. La patience, c'est pas quelque chose où on t'est là et t'attends. Non, la patience, c'est d'arriver à occuper son esprit à faire d'autres choses quand on ne peut pas faire ce qu'on voudrait faire initialement et de trouver en fait une manière rentable et possible de rentabiliser son temps. Agito, il part dans l'idée de dire ok, je peux pas aller au Japon maintenant, c'est pas grave, je vais augmenter mes skills de langue, je vais me faire un budget plus conséquent, je vais mettre des ronds de côté tous les mois, et comme ça, quand je peux y aller, ben, je vais 2 fois plus en profiter, voire 3 fois plus en profiter. Je vais maximiser mon plaisir sur place en occupant mon temps à faire autre chose. C'est exactement la bonne attitude. C'est exactement la bonne attitude. Et là, je parle au-delà de. Je parle pas que du Japon, on est un peu sorti du cadre de l'émission. L'idée, c'est de dire on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Plutôt que compter toutes les choses qu'on peut pas faire, on peut se dire bon, qu'est-ce que je peux faire du coup?
Et qu'est-ce que je peux faire que je voudrais faire depuis longtemps, que je n'ai jamais pu faire parce que j'étais occupé. Et du coup, là, je peux le faire. Le confinement, ça a été un grand moment pour pouvoir se lancer sur plein de choses. Là, on n'est plus dans le confinement, on a tous plus ou moins repris nos tafs, pour ceux qui en ont, qui ont le bonheur d'en avoir, et pour les autres, je vous souhaite bien de le trouver vite. Mais maintenant, voilà, on a d'autres choses sur lesquelles on peut se concentrer parce qu'on a justement ce temps et cette énergie à consacrer à ça. Et puis le jour où ça se débloque, on profitera d'autant plus du reste parce que ça nous aura manqué. Mais faut pas être dans l'idée, putain, je peux pas aller au Japon, ça me fait chier, ça me manque et tout. Plutôt se dire, bon, c'est pas le moment, c'est le moment de faire autre chose. Faisons autre chose et au moment d'aller au Japon, on ira beaucoup plus serein parce que on aura fait le reste et on sera bien. Voilà. Mais je peux comprendre que ça peut être frustrant et j'ai toujours une pensée un peu triste pour ma collègue qui, elle, ça devait être son année d'expérience. Moi, je l'ai vécu, j'y ai passé un an là-bas, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments difficiles, mais c'est quelque chose que je regrette absolument pas parce que ça a forgé beaucoup mon caractère. En plus, ça s'est fait à un moment qui était charnière dans ma vie et ça a beaucoup influencé les décisions que j'ai prises à partir de là. Euh, et qui a composé la personnalité que j'ai maintenant. Et je souhaite ça à tout le monde. Bon, c'est pas adapté pour tout le monde, c'est pas une expérience adaptée pour tout le monde, mais moi ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait énormément de bien à plein de niveaux. Du coup, que ma collègue, que j'apprécie énormément, merci pour le follow, Gamel Anime, ma collègue que j'apprécie énormément était privée de cette expérience, car elle n'en a eu que les mauvais côtés et aucun des bons aspects, j'ai une tristesse absolue pour elle. Une tristesse absolue pour elle et ça me fait chier, vraiment, ça me fait chier pour elle. Vraiment. Bon, ça me ferait pas autant chier qu'elle parce qu'elle, elle en a vraiment gros sur la patate, mais voilà quoi. Ouais. C'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. On va arriver sur la fin là, donc je sais que vous avez posé des questions tout au long parce que voilà, vous savez comment c'est ici, on se pose, on papote, c'est tranquille et tout. Et là, du coup, vous pouviez poser vos questions sans problème, mais si vous en avez des précises à poser, c'est le moment. Là, c'est le moment où on passe en question-réponse du tac au tac. Donc, si vous avez quelque chose qui vous intrigue, si vous avez une question qui vous concerne en particulier à poser, si voilà, vous avez planifié quelque chose, ou il y a juste quelque chose qui vous intrigue, vous n'hésitez pas. Venez poser vos questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Eh oui, eh oui. Faut un peu de patience à Guito qui dit je la comprends tellement pareil, j'ai peut-être une opportunité de taf là-bas, mais bon, il faut attendre. Ouais, j'en connais beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, hein, qui sont dans cet état d'esprit. Istos, donc Mathieu, hein, pour ceux qui le connaissent, Monsieur Zekin, a depuis très longtemps le projet d'aller passer un an là-bas, lui aussi, dans le cadre d'un working holiday, donc un visa vacances-travail. Et ça fait un moment qu'il ronge son frein parce qu'il devait déjà partir il y a quelques mois. Et ça le fait chier, mais bon, il se dit bon, c'est pas grave, voilà. Lui, il a largement de quoi s'occuper, hein. Il envoie les récompenses des crowdfunding, donc il a de quoi faire. Mais c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. C'est un petit peu frustrant. Vous n'avez pas de questions, du coup? C'est cool. Je vous laisse quand même quelques minutes le temps de les taper, il n'y a pas de problème. Il y a aussi le petit décalage. Vous savez quoi, là où je suis, il fait moins 7 degrés, bordel de merde. Moins 7 degrés. Et ma voiture va être congelée demain. Tiens, j'en profite. J'ai fait un petit test là, il y a ces jours-ci, je suis passé chez Ikea. Bah ouais, je cite des marques, moi, qu'est-ce que tu vas faire? Je suis passé chez Ikea, ils font toute une ligne de produits pour gamers et pour streamers. Ils font des lampes de stream, ils font des trucs comme ça. Et j'ai regardé, bon, il y a deux trois trucs qui sont intéressants, notamment les plaques qui se mettent sur le mur pour accrocher son matériel. C'est assez cool. Mais ce que j'ai voulu tester, c'est ça. J'ai trouvé ça absolument magique. C'est un porte-mug, enfin porte-verre, porte-gobelet, porte-mug qu'on fixe. Il y a une petite bolette là, qui permet de le fixer au bord du bureau. C'est-à-dire que ça évite de poser son mug directement près du clavier pour éviter des catastrophes.
Et là, il y a l'espace qui permet de mettre le mug gentiment, voilà, comme ça. Alors, faut prévoir des mugs adaptés. Là, il penche un petit peu, je pense qu'il prévoit peut-être un poil plus de profondeur. Et honnêtement, ça, je trouvais que c'est une putain de bonne idée. C'est assez cool. Si vous avez l'occasion, ça coûte pas super cher. Ikea a fait ça. Pour le confort de gaming, ils font un truc aussi qui est merveilleux. Ça, je pense que je vais m'en prendre un à l'occasion. Ils font des têtes lumineuses. C'est-à-dire que c'est comme des têtes de mannequins, mais lumineuses, pour poser ton casque, pour mettre une casquette en déco derrière, si t'as envie, ou un truc comme ça. Ça, c'est absolument merveilleux. En plus, ça s'allume avec des LED de toutes les couleurs, donc ça peut être génial. Non, c'est cool. Moi, mon porte-casque, il est extrêmement classique. C'est celui qui était livré avec le casque. C'est la simplicité même. Mais c'est vrai que la petite tête de mannequin, là, j'ai trouvé ça rigolo. J'ai vraiment trouvé ça rigolo. D'ailleurs, on va commencer à travailler un petit peu sur le deuxième setup, celui pour faire les maquettes, tout ça, qui sera là-bas. Vous voyez pas, mais c'est là-bas. J'ai peut-être trouvé une table qui fera l'affaire. Et puis la première étape, ça va être de changer la lumière qui éclaire le bureau, qui est pour l'instant une ampoule suspendue sur un fil, c'est pas très sympa. Je me suis acheté une petite plaque LED là qui va être sympa, qui va permettre de bien éclairer, ça va être cool. Et puis ça va permettre de traiter ce tas de maquettes là qui monte très très haut et qui grossit un peu tous les jours. Enfin, j'exagère, mais il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Mais voilà, ça va se faire petit à petit, on s'installe tranquillement. Déjà, ça me permet d'avoir cette installation-là, ça me permet de streamer, ça fait plaisir parce que ça me manquait terriblement. Ouais, ouais, Dark Angel, il fait froid, hein, putain, il fait. Alors, c'est pas tellement le froid, parce que honnêtement, la température me dérange pas. Par contre, c'est le fait, la route sur le verglas, sur la neige, tout ça, j'ai vraiment pas l'habitude. Donc là, je commence à m'y faire petit à petit, mais alors sentir la bagnole qui des fois chasse du cul, part, dérape, putain. Oh là là, c'était l'enfer. Ah, merci Aguito, t'es un amour. T'es un amour, mon poulet. Je, je pourrais, je te ferai des bisous. Ah, ah, mais vous imaginez pas. Du coup, pas de questions sur le Japon. C'est tout bon pour vous? J'ai été clair? Et j'étais limpide, cristal. Bah écoute, c'est cool, ça me fait plaisir. Très bien. Je vous souhaite du coup une bonne fin de soirée. Reposez-vous bien et je vous dis à ce week-end, on va faire un peu de Destiny. Voilà. Hello Rejas, tu arrives à la fin de l'émission. Ouais, salut, c'est fini, générique. Est-ce que je fais une scène post-générique comme dans les Avengers, tu sais, avec genre, oui, cette émission Yokoso était fort bien, mais il faut se préparer à la mission Frank Castle. Comment ça, la mission Frank Castle? Oui, la mission Frank Castle, il est là. Oui, je suis Frank Castle, je viens tuer des gens. Bien sûr qu'il y a une VOD, bien sûr, il y a toujours le replay, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas, le Discord est aussi là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à venir poster. Il y a une petite communauté qui est pas énorme, mais qui est super active, avec Miss Parker qui dit bonjour tous les jours à tout le monde. Ça fait plaisir. Avec Kenna qui est toujours là. Vous êtes géniaux. Vous êtes vraiment géniaux. Je vous aime tellement fort, vous tous qui êtes là, qui vous déployez pour la communauté. C'est vraiment cool. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis donc à samedi et un nouveau planning. On s'accroche tous et on se dit force et honneur, on va essayer de passer de bonnes fêtes ensemble, ça va être cool. Bye bye tout le monde!